Bonjour à tous et merci de toujours suivre la télévision panafricaine C360. Le tribunal de l'histoire s'ouvre une fois de plus cette semaine. Ici, vous le savez, nous revenons sur les faits passés autour d'un personnage. Et ce numéro revient sur la vie de l'ancien président de la Haute-Volta, Séïs Herbo. Ancien militaire, il a dirigé le pays du 25 novembre 1980 au 7 novembre 1982. Pourra-t-il lui aussi avoir une place au Panthéon des patriotes d'Afrique? Vous le saurez en fin d'émission avec nos spécialistes en plateau. Professeur Sidiki Traoré, enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizabo. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Wessou. Et professeur Bolkindi Prospect Koulidiati, il est aussi enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizerbo en littérature africaine, expert en diplomatie et relations internationales. Professeur, bonjour à vous. Bonjour. Alors, on parle de Séïs Herbo, bien sûr, ancien président de la Haute-Volta, ancien militaire. Professeur Sidiki Traoré, alors, quand on parle de Séïs Herbo, que peut-on retenir de l'homme en tant que militaire, bien avant son engagement politique? Bon, il est bien connu que Césarbo, il a fait ses premiers pas dans l'armée, donc après sa formation donc, au Mali, au Sénégal, puis en France, précisément à Saint-Cyr. Il va faire ses premiers pas donc, en tant que soldat dans l'armée coloniale française pour faire la guerre en Indochine, puis en Algérie. Donc voilà ce qu'on peut retenir de lui avant son engagement donc, dans l'armée de son pays, engagement qui va commencer avec l'accession à l'indépendance de la Haute-Volta en 1960 et qui va marquer le fait qu'il vienne se mettre donc au service de son pays qui vient d'accéder à l'indépendance. D'accord. Alors, je reste avec vous. Vous l'avez dit, il s'est fait former ou il s'est engagé dans plusieurs pays. Quand il est revenu au Burkina Faso au lendemain des indépendances, qu'a-t-il fait concrètement en tant que militaire pour le compte de la Haute-Volta? Bien, il faut savoir que, contrairement à beaucoup d'autres pays francophones de la sous-région, dès son accession à l'indépendance sous la houlette du premier président Maurice Yamégo, la Haute-Volta n'a pas souhaité garder sur son territoire des troupes donc, de l'armée française, donc de la France qui est la métropole. Du coup, pour un État qui se dit indépendant, il faut tout de suite penser à construire une armée et à ce titre, tous ceux qui ont fait carrière dans l'armée, que ce soit dans l'armée coloniale, ils étaient donc sollicités pour mettre en place donc, cette nouvelle armée-là. Donc voilà, en tout cas, le chemin était tout balisé pour que voilà, Césarbo ait toute sa place dans la nouvelle armée burkinabé qui était en train de se mettre en place. Et donc, quand il va arriver, il sera évidemment très vite l'un des chefs militaires importants de notre pays. Et avec bon, les coups d'État donc, qui vont intervenir, le coup d'État qui va intervenir en 1966, il se verra confier donc, certaines responsabilités en tant que chef du service de renseignement et plus tard en 1974, sous la mise en rang, ministre des Affaires étrangères dans un gouvernement qui était alors essentiellement dominé par les militaires. D'accord. Professeur Koulidiati, Séïs Herbo, avant bien sûr qu'il ne soit ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme militaire? Le collègue l'a bien dit, l'homme avait une carrière militaire exclusive avant donc d'entrer en politique. On retient, pour ajouter à ce qu'il a dit, et peut-être un complément, il a aussi participé à asseoir cette armée nationale qui n'a pas voulu collaborer avec l'armée impériale française. Il fut donc l'un des, en tout cas des cadres de l'armée à sa construction dès les indépendances du pays en 1960. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit aussi un acteur clé de la politique burkinabé et voltaïque en son temps, parce qu'on sait que l'armée a toujours joué un rôle très important dans la vie politique donc, du Burkina. Alors, en 1974, on voit que Séïs Herbo
a quitté la caserne pour s'engager en politique. Il y a Professeur Sidiki qui le disait, il est devenu ministre des Affaires étrangères. Comment s'est-il passé concrètement pour qu'il devienne ministre des Affaires étrangères? Ben, on en sait un peu moins, mais sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un acteur clé de l'armée burkinabé et on le sait bien que à partir de 1966, avec l'avènement donc du général Sangoulé Lamizana, c'était l'armée qui animait l'appareil politique de la Haute-Volta en son temps. Donc c'est tout à fait normal que ces Herbo, qui était un gradé de l'armée et de surcroît qui a fait ses preuves dans les guerres impérialistes et qui s'est retrouvé à construire l'armée initialement, se retrouve aussi comme ministre des Affaires étrangères. C'est tout ce qu'on peut retenir de son passage, donc, de cette petite période qu'il a passé comme ministre des Affaires étrangères. Professeur Sidiki, oui, ministre des Affaires étrangères, il a fait pratiquement 2 ans. 2 ans, c'est ça. 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Seyss Herbo en tant que ministre des Affaires étrangères burkinabé sous la Haute-Volta? Alors, il faut peut-être revenir sur les conditions de son arrivée et donc au portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Alors, il faut souligner le fait que Lamizana est arrivé donc au pouvoir dans les conditions que nous connaissons, étaient des troubles sociopolitiques, des grèves, donc des manifestations géantes, parce que la mise en place du nouveau budget prévoyait des coupes sévères au niveau donc des rétributions des fonctionnaires, etc. Et donc quand il va arriver au pouvoir, après la démission en quelque sorte de Maurice Yamego, il va jouer en quelque sorte aux démocrates avant l'heure. Mais très rapidement, les démons de la démocratie vont rattraper Lamizana. Parce qu'au sommet de l'État, il y aura une rivalité farouche entre son président de l'Assemblée, donc Joseph Ouédraogo, et puis le Premier ministre Gérard Kango Ouédraogo. Le désordre qui est là, au sommet de l'État, va amener Lamizana à un moment donné à suspendre la Constitution et à mettre en sourdine la participation des civils donc, dans les hautes sphères de l'État. Et c'est comme ça qu'un gouvernement va être formé où il fera la part belle aux militaires auxquels il a confiance. C'est comme ça que Seyss Herbo va devenir donc, ministre des Affaires étrangères. Et on soulignera aussi le fait que Lamizana étant arrivé dans des conditions donc, de crise budgétaire et financière, il va penser tout de suite à trouver un ministre donc, de l'économie et des finances en la personne du général Tchemogo Marc Garango, donc qui va devoir redresser les finances de l'État et qui va rester à ce poste-là de 1966 à 1976. Mais le problème, c'est que quand les choses ont commencé à aller, donc Lamizana va donc remercier Garango parce que déjà, bon, il y avait les tiraillements au sommet de l'État, comme je viens de le dire, et c'est ce qui fait que Seyss Herbo lui-même ne restera pas là parce qu'on était déjà donc, dans l'instabilité. Donc de 1974 à 1976, c'est 2 ans avant les élections présidentielles dans lesquelles Lamizana va être mis en ballottage avec, comment dirais-je, Maker Ouédraogo. Donc, je pense que c'est cette remontée spectaculaire des civils qui feront que, bon, il ne restera que 2 ans, voilà, à son poste de ministre des Affaires étrangères. Donc, est-ce qu'on ne va pas dire qu'il est reparti et il regagne la caserne parce que ça n'a pas marché en politique? Non, est-ce que c'est cela? Je pense que l'homme, c'est lié à l'esprit de l'homme Lamizana. Lui, il est militaire et il pense que dès le départ, il s'est dit, en tant que militaire, il faut bien jouer le jeu démocratique en ouvrant donc l'espace, comment dirais-je, voilà, aux civils. Et donc, lui, il va d'abord se comporter totalement aux antipodes de Maurice Yamego qui avait quasiment monopolisé le pouvoir, donc qui avait bâillonné la presse, les syndicats, etc.
Et quand Lamizana va faire cette expérience, à un moment donné, il va se rendre compte que, ah non, le désordre va s'installer. Je vous ai parlé de la rivalité au sein de l'État, le Premier ministre et le président de l'Assemblée. Et donc, quand il va décider de suspendre la Constitution là, alors il va faire appel donc, à son corps d'origine, l'armée, donc il va se voir attribuer la majorité des portefeuilles. Voilà, donc voici, mais après, il y a encore des élections en vue. Et je pense que c'est à l'approche des élections dans le jeu des alliances futures là, qu'évidemment, donc, il sera procédé à un nouveau remaniement ministériel, donc au cours duquel Césaire Beau va devoir quitter le ministère des Affaires étrangères, bien que, voilà, au départ, lui-même, il aurait bien voulu, voilà, y rester. Voilà. Alors, professeur Koulignati, 4 ans après son départ du ministère des Affaires étrangères, soit en 80, si on ne se trompe, Césaire Beau, à la tête d'un comité auprès d'un coup d'État, quelle était la raison fondamentale? Eh bien, les raisons qui ont amené les civils à se soulever contre Maurice Yamiogo en 1966 sont les mêmes, en quelque sorte, qui vont pousser Césaire Beau et ses camarades militaires à prendre le pouvoir. Parce que Lamizana il avait été reproché à Lamizana d'être très mou, d'être un président sans caractère, sans personnalité. Et il était aussi reproché à Lamizana de laisser l'économie aller en lambeaux, et avec un contexte de crise alimentaire lié à la sécheresse à l'époque. Et donc le climat sociopolitique était délétère au point, et l'économie aussi en ruine. Et tous ces facteurs ont contribué, ont concouru à ce que Césaire Beau et ces hommes de confiance se constituent en CMRPN pour le comité militaire pour le redressement national. Oui. Pour le progrès national. Pour le progrès national, pardon, à prendre le pouvoir pour, disent-ils, restaurer le climat social. Et il y avait certainement des grèves des syndicats, on s'en souvient, qui s'intensifiaient. Et tous ces facteurs ont contribué à ce que Césaire Beau et ses camarades prennent le pouvoir le 25 novembre 1980. D'accord. Professeur Sidiki, oui. Il prend le pouvoir. Comment est-ce que cette nouvelle a été appréciée par la population d'alors? Mais la nouvelle a plutôt été bien accueillie. Ça, en tout cas au sein des populations citadines, et principalement des fonctionnaires et des syndicats. Ah non, là, c'était une très bonne nouvelle qui a été accueillie avec joie, au point que les syndicats, très rapidement, vont apporter leur soutien au nouveau pouvoir. En tout cas, dans leur grande majorité, à l'exception toutefois donc, du CSV, la Confédération syndicale voltaïque, qui était alors dirigée par Soumane Touré. C'était le seul syndicat qui n'avait pas signé la déclaration de soutien au nouveau pouvoir qui datait donc du 1er décembre 1980. Est-ce qu'il y a eu de bain de sang, professeur Koulignati? Non, c'était le coup d'État le plus silencieux, je dirais, parce que les Ouagavillois continuaient à vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est comme si de rien n'était. Et il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de grand bruit au point de parler de bain de sang. La Lamizana a été tout simplement mise aux arrêts et le nouveau pouvoir a tout de suite rassuré les populations qu'il n'y avait rien et que la vie continuait son cours normal. Donc il n'y a pas eu de bain de sang, ni d'opposition de clans ouverte, ni de tentation donc, de récupération de la part de qui que ce soit. Donc c'était un coup d'État silencieux et on s'en souvient. Alors, 25 novembre 80 au 7 novembre 82, Césaire Beau a géré la Haute-Volta. Parlons maintenant de sa gestion en tant que chef de l'État de la Haute-Volta. Sa gouvernance politique. Il n'a pas eu assez de temps, mais le peu qu'on retient de sa gestion, d'un peu moins de 2 ans, on va le dire. Oui, 1 an, 11 mois.
11 mois, en quelque 11 sorte. mois, oui. Oui, Quelques en jours. quelque sorte, quelques jours. Effectivement. Eh bien, Césarbeau va s'attaquer en premier au laxisme dans l'administration, et notamment les retards. Et il va essayer de redresser l'administration en allant jusqu'à fermer les débits de boissons pendant les heures de service, les bistrots en heure de service, pour empêcher les fonctionnaires d'aller se mettre à l'aise devant la bière et autres. Et donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il va contrer l'immigration, et désormais, celui-là qui veut immigrer doit forcément avoir l'aval du gouvernement. Et donc, ce sont autant de facteurs qui n'étaient pas forcément favorables à lui. Parce que, on s'est connu, les Burkinabés comme les Africains, lorsque quelqu'un veut serrer les taux, mettre de l'ordre, quelquefois il est mal compris, quelquefois on le trouve exagéré, et quelquefois ça peut l'emporter. Donc Césarbeau, dès les premières heures de sa prise de pouvoir, s'est livré à cet exercice-là. Mais il faut aussi dire que l'homme s'était donné à cœur joie, enfin, le plaisir de parcourir tout son pays pour connaître toute la Haute-Volta. C'était rare en son temps. À part Sankara qui est venu par la suite, qui a aussi procédé à la même chose. Césarbeau a pratiquement parcouru les provinces de la Haute-Volta, y compris les hameaux de culture, pour observer, pour connaître les réalités de la Haute-Volta profonde. Et au moment même où on n'avait pas la communication, la communication n'était pas fluide. Donc, l'homme s'était donné ce devoir d'aller en contact vers ces populations. Donc, on pourra détenir ces faits-là marquants de son passage à la tête de l'État sur le plan politique et sur le plan social aussi. On viendra au volet économique. Je reste avec vous, oui. Professeur Sidiki. Un ajout sur la gestion ou la gouvernance politique de Césarbeau. Bon, je pense que dès la prise de pouvoir de Césarbeau, il doit y avoir eu un malentendu entre Césarbeau, le nouveau pouvoir et les syndicats. D'accord. Parce que c'est suite à des grèves. Malgré le soutien? Non, c'est suite à des grèves, donc des fonctionnaires, des enseignants essentiellement lancés par des syndicats. C'est dans ces conditions-là que Césarbeau va prendre le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, les syndicats qui avaient été à l'origine des grèves pensaient que leurs doléances seraient entendues et le nouveau pouvoir arrive effectivement, et c'est pourquoi, espérant que ce nouveau pouvoir va prendre en compte leurs doléances, ils vont apporter leur soutien à ce pouvoir. Mais le problème, c'est que Césarbeau, lui, pense être venu pour redresser économiquement le pays. Et au fil des mois, il va commencer à durcir l'espace politique et syndical, et parce qu'il va prendre par la suite une ordonnance pour réglementer le droit de grève. Voilà où est-ce que les premiers malentendus entre lui et les syndicats vont naître. Alors, ce qu'il va tenter de faire, il va essayer de mettre de l'ordre au sein de l'administration publique, en exigeant que les gens soient à l'heure, en mettant fin à l'absentéisme, fermer les débits de boissons aux heures de service, tout ça. Et il va entreprendre des visites dans les zones rurales, visiter les populations, les champs, etc. Mais pour moi, cela ressemblait plus à du folklore parce que ces visites-là ne sont pas accompagnées de politiques réelles de développement du monde rural, comme on le verra plus tard avec Sankara, où on va mettre à la disposition des paysans des crédits qui leur permettent de s'équiper, d'acheter des charrues, et des bœufs pour passer de la dava à la charrue. Ça, c'est quelque chose de concret. Lui, il n'a pas fait ça. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se fait, il ne suffit pas de dire on va visiter
les zones rurales, les populations qui produisent, mais il faut aussi leur proposer des actions. Ça manquait chez Césaire. Et deuxième chose, alors, du point de vue donc politique, quand il a commencé à durcir un peu l'espace politique, ça a mené donc des frictions au sein à la fois de la classe politique et aussi de l'armée. Parce que ceux-là même qui l'avaient aidé aussi à prendre le pouvoir, qui faisait partie du gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier que Sankara, à l'époque, était sous-secrétaire d'État, je crois, à l'information. Très rapidement, ces gens-là vont se rendre compte que non, c'est à la limite du verbiage creux. Et donc, les critiques vont commencer à fuser de l'intérieur même du pouvoir parce qu'il n'y avait pas d'alternative critique qui était proposée. Et le redresseur économique qu'il voulait se faire passer, c'est sous lui qu'il y aura donc des scandales, donc de corruption. Et le plus important, ce sera le détournement que va subir la Banque internationale voltaïque, qui était la deuxième banque du pays. Donc, un détournement qui équivalait en son temps au montant du capital social de cette banque. Voilà quand même un problème. Et ça pose problème. Et quand il a parlé de la réduction du train de vie de l'État aussi comme objectif prioritaire, ça s'est limité juste à la réglementation de l'utilisation des véhicules de fonction. Sinon, au sein de l'armée, bon, on ne peut pas dire que le problème avait été réglé. Hein. Donc, sa première, c'est quelques 2 ans de gestion. Voilà. Économiquement aussi, oui, économiquement, s'il avait pu prendre des actions véritables, comme on l'a souligné une fois ici, comme Sénou Kounché, dire nous allons investir, nous allons équiper, moderniser les conditions de production agricoles. Là, je pense que ça aurait été mieux vu. Sinon, se contenter d'entreprendre des tournées dans les zones rurales, visiter, mais sans proposer. Ceux qui travaillent toujours à la DABA. Ça peut être des rencontres d'information aussi. Bon, mais non, ça, ce n'est pas quelque chose sur le court terme là qui peut donner la confiance. Au moins, faire en sorte que si au niveau de Ouagadougou, dans le fonctionnariat, vous êtes critiqué, qu'au moins à l'intérieur du pays, les populations vous soutiennent. Ça, c'est quelque chose qui a manqué. Certainement aussi qu'il n'avait pas trop de marge de manœuvre financière, parce qu'il faut reconnaître que la masse salariale était élevée en raison de l'effectif pléthorique de l'armée. À cause de la guerre contre le Mali, il y avait eu un recrutement massif qui faisait que sous Césaire-Beau, l'armée burkinabé comptait environ 10 000 hommes. 10 000 hommes pour une population à l'époque entre 7 et 8 millions d'habitants. Quand on regarde, par exemple, encore juste les derniers jours de Blaise Compaoré, pour une population qui était déjà à presque 19-20 millions, c'est-à-dire plus du double, on était à environ 13 500. De cette armée-là, en fait, sa rémunération prenait presque le quart des crédits qui étaient alloués à l'ensemble, comment dirais-je, des départements ministériels. Je pense que c'est ce qui a manqué donc, dans sa gestion. S'il avait eu peut-être plus de marge financière, il aurait entrepris donc ses actions. Mais quand il est venu au pouvoir, il était déjà dans le gouvernement de l'Abizana. Il était censé savoir quels étaient les problèmes et que bon, il ne faut pas compter sur des bailleurs de fonds donc, pour chercher à financer de telles actions en faveur du monde rural. Monsieur Kouliati, vous le pensez également, gestion économique, ça n'a pas été du tout ça? Oui, il y a effectivement le scandale de détournement. Mais ce que je retiens aussi, c'est que 2 ans dans la gestion d'un État, c'est aussi peu, mais quelque peu beaucoup, pour peu qu'on ait la volonté de bien faire. Les actions n'étaient pas convaincantes. L'homme était venu dans un chaos économique, mais patatras, on se rend compte qu'il n'est pas aussi blanc que neige. Ça a froissé en quelque sorte le monde syndical qui avait beaucoup d'attentes, comme à son habitude, à ses habitudes. Donc, sa gestion politique et économique n'était pas aussi reluisante. Je crois que cela a ravivé les tensions au sein de l'armée et au sein des civils.
Et quelquefois, on voyait déjà les choses venir, hein, ces Herbault, avec les dissensions qui commençaient à naître, hein, au sein de l'armée, et ça ne pouvait qu'aboutir à un coup d'État. D'accord. Juste un élément, il ne faut pas oublier que c'est sous ces Herbault qu'on a assisté donc, aux premières mises à pied des fonctionnaires. Donc pour absentéisme et autres, là, à la fin du mois, tu te vois virer, tu te vois seulement payer la moitié de ton salaire ou pas du tout de salaire. Mais si on pose de telles actions, il faut qu'au sommet de l'État, c'est-à-dire qu'au sein des institutions, qu'on n'entende pas parler de scandales financiers. Absolument. Ah oui, et que parallèlement, des actions concrètes de création de richesse, de modernisation des secteurs de production, comme l'agriculture, là, des actions concrètes là soient entreprises. Alors, ça a manqué donc chez Césaire. Oui. Au sein du comité national pour le CMRPN, comité pour le redressement national, comité militaire voilà, pour le redressement et le progrès national. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Parce qu'on a vu la démission, vous l'avez dit, hein, de Thomas Sankara. Il y a aussi les capitaines Zongo et Compaoré qui ont aussi démissionné par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est de là qu'il y a eu quand même la dissension. Oui, en réalité, le problème qui s'est posé, c'est que ces Herbault voyaient que les militaires qui avaient été écartés donc, du pouvoir et de la sphère politique par son coup d'État, donc la génération de Lamizana, donc et tout avec les Garango et tout ce monde-là, lui les voyait comme étant donc, des adversaires potentiels au sein de l'armée qui pouvaient à tout moment tenter un contre-coup. Et donc, lui, il voulait ainsi les ménager. Tandis que les jeunes militaires qui, pour la plupart du temps, n'ont pas servi l'armée coloniale, les Jean-Baptiste, les Sankara, eux, ils trouvaient que non, il faut foncer. Il ne faut pas chercher à ménager. Si quelqu'un est responsable de quelque chose, ben, qu'il l'assume. Et donc, c'est ce malentendu-là qui était là. Et on trouvait que bon, les compagnons de ces Herbault donc, qui étaient au pouvoir là, donc trouvaient que lui, il était un peu mou et qu'il fallait vraiment aller vite et poser donc des actions très concrètes que ces Herbault certainement trouvaient un peu risquées parce qu'il était toujours dans la logique de ne pas trop frustrer cette frange de l'armée qui s'est trouvée en quelque sorte écartée suite à son coup d'État. Et donc, on peut dire que les lieutenants de ces Herbault, quand il a pris le pouvoir, étaient plus pressés et plus engagés, avaient le sang plus chaud que lui. Voilà, parce qu'ils trouvaient que tel qu'ils voulaient procéder là, ils auraient mis encore 2 ans, 3 ans sans qu'il y ait des actions visibles sur le terrain. Alors, je pense que c'est ce qui a... On dirait que ce sont ses compagnons qui ont précipité sa chute, c'est ça, professeur? Oui, l'aile rigoriste a plutôt pris de l'ampleur et en quelque sorte, c'est ça qui a précipité la chute donc de ces Herbault. On ne peut pas avoir à son sein un capitaine, un lieutenant en son temps comme Thomas Sankara, et puis faire du muta-muta. Ce n'est pas possible. Donc, il y avait des camps ou des clans qui se sont vite constitués avec l'aile dure, qui voulaient vraiment faire avancer le pays. Tandis que l'autre camp composé des soldats qui ont servi dans l'administration coloniale ou qui étaient inféodés à l'impérialisme ne voyaient pas les choses de la même façon. Donc, les conditions étaient encore réunies pour que ces Herbault puissent perdre le pouvoir avec le coup d'État qui est survenu avec Jean-Baptiste Ouédraogo. Oui. Un détail, vous voyez, je voudrais faire un parallèle entre le coup d'État qui a renversé ces Herbault avec le coup d'État qui a renversé Damiba. Vous avez un groupe qui prend le pouvoir au départ avec un chef et dont tous les éléments font confiance au chef parce qu'ils se sont dit des choses. À l'exercice du pouvoir, on se rend compte que le chef, il hésite encore. Ceux qui se sont dit, il faut foncer, le chef, lui, il veut ménager les susceptibilités, il semble changer de veste, et donc les jeunes loups là sont là et disent, ah non, c'est pas ce sur quoi on s'est entendu. Et donc, c'est comme ça que les démissions vont commencer
sous ces herbaux. Et dans notre cas, dans le cas actuel là, avec Damiba, donc ce sont ses propres éléments, effectivement, qui vont lui dire non, c'est pas ce sur quoi on s'est entendu. Toi, tu es trop mou et puis on te soupçonne de ménager trop encore les Français. Et donc, vous voyez que ceux qui ont renversé ces herbaux, c'était la génération des militaires qui n'ont pas fait leur carrière dans l'armée française. Donc, beaucoup n'ont jamais fait d'école militaire en France. Contrairement à ces herbaux et aux militaires même qui l'avaient renversé et envers qui il avait encore de la sympathie. C'est ce parallèle-là que je voudrais faire. D'accord. Professeur Kouliati, racontez-nous un tout petit peu comment ça s'est passé, ce coup d'État-là. On sait que ça a commencé un 6 et puis c'est venu le 7 si on se trompe. Oui, c'était un coup d'État qui s'est passé une fois de plus sans trop de grand bruit. Ça s'est passé comme une lettre à la poste sans bain de sang. C'est ce qu'on peut retenir de ce coup d'État qui a été du reste salué, comme le collègue l'a dit tout à l'heure, qui a été salué par les acteurs de la société civile. Une fois de plus. Une fois de plus, une grande partie de l'armée et une grande partie aussi de la classe politique. Professeur, oui, non, c'est exactement cela. Hein. Le coup d'État est arrivé. En tout cas, beaucoup de gens l'ont applaudi. Et dès la conférence de presse du nouveau président, donc en la personne de Jean-Baptiste Ouédraogo, il s'est agi de brocarder donc, le laisser-aller économique, sinon la corruption qui était en train encore de refaire son nid. Et donc, de quoi donc amener les gens à se réjouir, à dire, voilà, cette fois-ci, nous aurons les vrais redresseurs économiques. Et c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de fusion de sang et que, bon, globalement, tout se soit bien passé. Et il est devenu quoi, professeur Kouliati, Seyss Herbo, après voilà, l'avoir enlevé de l'appareil de l'État, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été jugé sous la Révolution avec les tribunaux populaires de la Révolution, condamné à 15 ans de prison pour enrichissement illicite, détournement de fonds, etc. L'homme a passé quelque temps en prison avant de bénéficier d'une liberté sous condition. Mais c'est en 1997 ou 91, 97, que le président Blaise Compaoré va le gracier, on va le dire comme ça. Mais l'homme est resté quand même en quarantaine durant toutes ces périodes après sa chute. Et il était musulman au départ et à la suite, il est devenu chrétien quand il était encore en prison. C'est comme si Jésus-Christ visitait aussi les prisons. Et il est devenu pasteur par la suite et je crois qu'il est mort comme étant un serviteur de Dieu. D'accord. Professeur Sidiki, Seyss Herbo, on a bien envie de comprendre comment ça s'est passé. Lui qui a été, comme professeur Kouliati le disait, il a été condamné par le TPR. Après, il est ressorti. Et puis après, il a été aussi blanchi, tout ça. Comment, on a envie de bien comprendre comment ça s'est passé. En fait, non, il n'a pas été blanchi. Bon, sa condamnation, sa condamnation a été levée. En fait, quand il a été renversé, donc il a été arrêté et donc mis en prison et parce qu'on lui reprochait donc des malversations. Alors, il s'est trouvé que le pouvoir qu'il a renversé ne va pas être, je dis le pouvoir de Jean-Baptiste, là, ce n'est pas sous ce pouvoir qu'il sera jugé. C'est quand Sankara va arriver au pouvoir là, en fait, qu'il sera jugé. Donc en 1983. 83, je pense 84. 83. Bon, d'accord. Donc, il va être jugé. Alors, 1983, quand il va être jugé, il va être condamné, donc à 15 ans de prison, donc 7 avec ceci, je crois. Et il va donc aller en prison, mais au bout d'un certain temps, il sera mis en résidence surveillée, donc chez lui, donc à Tougan. Voilà. Ça, c'était déjà voilà, un allègement de sa peine. Et Sankara, président, va effectuer une visite dans le Sourou en raison de ses potentialités agricoles. Et à cette occasion, il va aller lui rendre visite
dans la villa où il était en résidence surveillée. Et ça s'est passé devant donc, des témoins, et donc, dont Fidel Kintega. Et là, Sankara, c'était pour lui dire non, il y a un mouvement révolutionnaire en marche, il faut que tout le monde accompagne le mouvement. Mais Césarbeau semblait être rancunier envers le nouveau pouvoir parce que lui, il ne fait pas de différence entre Sankara et Jean-Baptiste, hein, parce que le coup d'État qu'il a renversé, c'était Jean-Baptiste, c'était Sankara. Et donc, il va un peu être remonté, comme on pouvait le voir à l'expression de son visage. Ben, très rapidement, on lui a dit, d'accord, ben, si quelqu'un ne veut pas prendre le train de la Révolution en marche, ben, écoutez, il n'y a pas de souci. Mais toujours est-il qu'au bout d'un an, il va être libéré. Il va être libéré. Et quand il va être libéré, donc, alors, il va donc s'adonner à ses activités donc de pasteur et tout ça, jusqu'en 1997, où en fait c'est la Cour suprême du Burkina Faso qui va en fait le blanchir, disant en réalité qu'il n'a pas été, que la peine là en fait n'était pas fondée. Voilà comment ça s'est passé. Et je rappelle que ce pourquoi il a été condamné, au départ, on l'accusait donc d'une malversation de l'ordre de 90 millions de francs CFA. 64 millions. Non, 90 millions au départ. Et au final, il va être condamné donc, pour une malversation d'environ de 61, bon, soit d'une soixantaine de millions. Et les gens semblent dire que les tribunaux populaires de la Révolution n'étaient pas... C'était une justice à la tête du client, une justice expéditive. Mais il faut souligner donc, que les jugements étaient publics et transmis sur la radio nationale et dont tout le monde pouvait suivre en direct les débats, donc ce qu'on lui reprochait, les témoins, et la population avait la possibilité aussi d'aller directement à la maison du peuple pour suivre le débat. Donc, ce sont des jugements qui se sont faits en tout cas en toute transparence, voilà, où la population, au vu aussi de tous. Et c'est devant témoins, effectivement, que tout ça, après l'avoir écouté et tout, qu'on va déclarer effectivement coupable d'une malversation de l'ordre de 60 milliards environ. Et il va rester en quelque sorte rancunier donc, de cet épisode-là de sa vie, au point que plus tard, lorsque dans un reportage, là, on va l'interroger, hein, c'était, je pense, entre 2000 et 2010 par là, il va dire publiquement que lorsque lui, il a appris que, voilà, il y a eu un coup d'État contre Sankara et que Sankara est mort sur le coup, il a sauté de joie. Wow. Ah oui, c'est ça. Et plus, il a donné une interview qui est restée célèbre, hein, je ne sais plus si c'est dans l'Observateur Palga, où chaque fois, il prétend que, voilà, lui, il a été visité par le Saint-Esprit. Donc, moi, je me suis demandé à la limite si il était finalement très normal. Et donc, c'est lui qui a eu un songe que serait libéré vendredi, etc. Il est devenu chrétien, et il a même dit des choses, là, pour dire que non, Sankara lui aurait dit publiquement à Tougan que non, s'il ne faisait pas le train de la Révolution, on allait le ramener à Ouagadougou et le remettre dans le noir, c'est-à-dire l'assassiner. Et Fidel Kintega a cru bon donc de faire un écrit pour démentir ces faits, pour dire que ce n'est pas vrai ce que tu as dit, parce que ce n'est pas toi seul, c'est en présence de gens, donc d'une délégation là que Sankara s'est entretenu avec toi. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Bon, là, c'est assez surprenant pour un ancien président donc pour dire des choses un peu comme ça. Bon, ben voilà, hein, aussi la facette de l'homme. Il a écrit aussi ses mémoires, je crois, bon, qui ne doivent pas ému grand monde, parce que bon, il y a trop d'irrationalité dedans, les allusions à la religion, on ne va plus t'en sortir. C'est quand tu étais au pouvoir qu'il fallait fonctionner comme un saint. Et là, donc, pour éviter que maintenant que tu n'es plus au pouvoir là,
tu prétends avoir été inspiré par le Saint-Esprit et tout ça. Bon, là, moi, ça me met mal à l'aise. On se rappelle qu'il est décédé en 2013, si on ne se trompe, le 19 septembre 2013. 2013. Alors, depuis sa sortie de la prison jusqu'en 2013, qu'est-il devenu? Ça veut dire il n'était plus engagé dans la politique et tout, professeur Kouliati. Non, Césaire n'était plus engagé en politique. Il a dit d'ailleurs lors d'un entretien qu'il est venu en politique par la force des choses. Donc, c'était pas sa chose. L'interview dont parle le collègue s'est réalisée dans le journal Le Pays, dans sa livraison du jeudi 5 mai 2011. C'est cette sortie qui a un peu gêné aux entournures. Un ancien président qui fait une sortie comme ça au soir de sa vie, ce serait peut-être 2 ans après qu'il s'est éteint, à l'âge de 80 ans, je crois bien. Il fait une sortie où non seulement il accuse Sankara d'avoir voulu le mettre au noir, donc au cercueil. L'assassiner? Oui, au cercueil. Et il va plus loin dans la même interview en disant qu'il a été renversé sur la base de l'ethnicisme. Et qu'un certain ancien maire aurait dit, dès sa prise de pouvoir, pourquoi on a encore laissé un Samon venir au pouvoir. Bon, cette sortie qui est officielle, qui reste encore dans les annales de l'histoire, me semble maladroite. C'est trop pour un ancien président. Pour un ancien président. Il avait toutes les cartes pour faire mieux que de sortir de cette façon au soir de sa vie. Alors, on parle un détail encore là. Vous voyez, sa dernière apparition avant sa mort. Bon, une autre apparition là, c'était la journée nationale du pardon, je pense, le 30 mars 2000, aux côtés de Blaise Compaoré, Lamizana, Jean-Baptiste, où il était question de se pardonner, une réconciliation nationale. Et ce que beaucoup de gens lui auraient reproché, si tant est que vraiment il veut être inspiré par le Saint-Esprit, il aurait fallu quand même demander qu'on sache qui a assassiné qui, comment tel est mort, etc., au lieu de venir à une journée nationale du pardon sans qu'on ne dise qui a tué un tel homme politique, etc. Je pense que dans le collège des Sages, là, Monseigneur Anselme Sanon, c'est ce que lui l'a reproché. Il dit non, c'est pas, vous avez tripatouillé un peu nos propositions. Il était question quand même que les parents des victimes sachent effectivement la vérité sur les conditions de la mort de leurs. Et maintenant qu'il y ait un véritable... mais cela n'a pas été le cas. Et là, Césaire n'a jamais demandé de telles choses sous Blaise qu'il semblait plutôt apprécier. Alors que le reproche qu'il faisait à Sankara de tenter de l'assassiner, ça s'est passé. Leur rencontre a eu lieu en 1985. Sankara est resté encore au pouvoir quasiment 2 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est après cette rencontre-là, malgré tout, qu'il va être libéré en 1985. Il va retrouver sa liberté totale en 1985 alors il devait encore rester au pouvoir pendant 2 ans. Oui. Voilà. Alors, on parle de Seyi Zerbo, ancien président de la Haute-Volta, décédé, je le disais, le 19 septembre 2013. Alors, est-ce que l'homme mérite d'être hissé au rang de patriote d'Afrique, comme on a toujours l'habitude de le dire ici, professeur Kouliati? Je ne vois pas ces hauts faits de prince qui mérite qu'on l'inscrive au Panthéon des gloires d'Afrique, même si l'homme traîne en quelque sorte quelques casseroles, même si la Cour suprême inféodée en son temps par le régime en place l'avait gracié, cela ne lui vaut pas d'être inscrit au Panthéon des gloires d'Afrique. Ah oui, chez moi c'est la même chose, je ne vois pas pour quelle raison on peut élever Césaire au rang de patriote d'Afrique. Non, là, on l'a dit ici l'essentiel. Voilà. Eh bien, Seyi Zerbo ne mérite pas d'être hissé au rang de patriote d'Afrique. Ah, c'est le verdict final de nos spécialistes en plateau. Vous aussi qui êtes à la maison,
vous avez suivi. Peut-être vous avez un avis différent. En tout cas, le verdict est clair ici. Et c'est ainsi que nous allons refermer les portes de ce numéro de votre émission Patriotes d'Afrique. Et pour ce numéro, vous le savez, nous avons notre professeur Sidiki Traoré. Il est enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizabo. Professeur, merci d'être venu. Merci à vous, pareillement. Professeur Boulkindi Prosper Koulidiati, il est aussi enseignant-chercheur en littérature africaine, expert en diplomatie et relations internationales. Professeur, merci aussi à vous d'être venu. Merci à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.